Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble aujourd'hui les maisons astrologiques. Et donc deux choses avant de commencer. D'une part, bien vous le savez, j'ai fait un sondage récemment sur ma chaîne Astroscience dans lequel je vous posais la question quel thème est-ce que vous voudriez voir abordé dans les prochaines vidéos. Vous avez été très nombreux à répondre et est arrivé en première place les maisons astrologiques. Donc c'est un thème très intéressant et bon, nous allons essayer de voir ça ensemble aujourd'hui. J'ai sélectionné parmi toutes les questions que vous m'avez posées eh bien une douzaine de questions et pour une petite quinzaine en fait, je mentionnerai le nom de la personne également lorsque je l'ai qui m'a posé cette question. Et je vais essayer d'y répondre alors modestement, d'une part parce que je ne prétends pas avoir la science infuse ni la vérité absolue, alors loin de là, je vais le faire sur la base de ma propre pratique et puis j'espère que bien mon expérience pourra vous servir également dans votre propre pratique. Alors deuxième chose que j'ai à dire, c'est que je vois souvent, vous voyez il y a un thème à côté parce que nous allons prendre ce thème en exemple et ça me fait penser que je vois en stage, dans les stages que j'organise, beaucoup de personnes, enfin plusieurs personnes ne savent pas que en fait vous pouvez devenir membre de ma chaîne Astroscience et ça c'est un excellent moyen de développer votre pratique de l'astrologie, donc d'apprendre l'astrologie mais aussi de la mettre en pratique. Alors il y a deux choses différentes, vous pouvez être abonné à ma chaîne et en même temps cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes futures vidéos, mais vous pouvez aussi décider de rejoindre ma chaîne, c'est-à-dire de devenir membre d'Astroscience. Donc ça c'est le bouton rejoindre sur la page d'accueil de ma chaîne, c'est aussi le lien que je vous indique ici. Et donc ça passe par un abonnement mensuel et dès que vous êtes abonné à ma chaîne, enfin membre de ma chaîne, vous avez accès alors tout de suite déjà à 3 vidéos d'interprétation de thème astral, un peu comme, on va pas faire toute l'interprétation ici, mais on va avoir des parties de ce thème qui vous permettent bien de comprendre comment on interprète telle partie, telle spécificité, quelle caractéristique du thème astral. Donc vous avez tout de suite accès à 3 vidéos et puis tous les mois vous avez 2 vidéos supplémentaires qui viennent vous proposer des interprétations de thèmes supplémentaires. Et sachez également, parce que j'ai ces questions aussi, vous pouvez très facilement donc vous abonner, vous désabonner avec YouTube, c'est hyper facile. Vous allez sur votre profil, vous cliquez sur votre profil YouTube, vous avez achat et abonnement, et là vous avez vos abonnements. Vous pouvez à tout moment cliquer pour vous désabonner, donc vous faites l'essai, vous vous abonnez, vous restez 3 jours si vous voulez, vous vous désabonnez, vous revenez le mois d'après. J'ai beaucoup de personnes dans la communauté qui font cela, donc c'est vraiment très souple. Franchement, faites l'essai, allez-y. Et puis vous verrez, je pense que l'essai sera transformé parce que j'ai beaucoup de retours très positifs sur ces vidéos réservées. C'est l'abonnement étudiant plus sur ma chaîne. Et depuis maintenant 2 ans et demi, donc voilà, ça a déjà un peu de recul. Ok, je referme la parenthèse, c'est bon, on va plonger maintenant dans le thème des maisons astrologiques. Franchement, je ne savais pas vraiment par où commencer. Vous m'avez mis sur la voie au travers de vos questions. Je vous propose de commencer par la question de Chantal TN. Chantal, ma plus fidèle abonnée, abonnée de tous les jours. Je poste une vidéo, 10 secondes après, Chantal, vous êtes sûr qu'elle me met un commentaire, merci monsieur Bartomov, et elle me pose une question, évidemment. Donc là, j'ai une question de Chantal sur quel est le principe des maisons. Je pense que c'est par là qu'il faut peut-être commencer finalement. Quel est le principe des maisons astrologiques? On va essayer d'y répondre au travers de ce thème. Ce thème, c'est un thème d'exemple, c'est le thème de Marie-Hélène. Marie-Hélène qui est décoratrice d'intérieur et donc qui a 39 ans. Je pense que je vais mettre ses coordonnées si vous voulez avoir ce thème dans le descriptif sous la vidéo, si vous voulez le rentrer dans votre logiciel préféré pour pouvoir suivre peut-être plus facilement. Ça c'est tout à fait possible. Donc Marie-Hélène, voilà. Donc voilà un thème d'exemple. Et donc vous voyez sur cette représentation, donc on a le zodiaque, on a les planètes bien sûr de son thème de naissance, mais on a aussi ces maisons. Vous voyez là par exemple ça c'est la maison 12. Donc elle commence les maisons à l'ascendant, et puis il y a 12 maisons qui vont dans ce sens anti-horaire. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4, etc. jusqu'à la maison 12. Alors, donc 3 éléments finalement, en fait, les planètes, les signes
et les maisons. Et donc ça, il faut bien comprendre comment est-ce que ça s'articule. Bon, alors ça c'est ce que j'explique plus longuement en prenant des exemples dans les stages que j'organise, notamment le stage 0. Mais regardez un aperçu ici, vous avez par exemple, on peut prendre Vénus. Vous voyez que dans le thème de Marie-Hélène, Vénus se trouve dans le signe du Lion et se trouve sur la pointe de la maison 4. La maison 4, c'est ce que l'on appelle le fond du ciel en astrologie. Donc le fond du ciel, là, commence ici, et la maison 4 va jusque là. C'est tout ça, c'est la maison 4. Donc vous voyez que Vénus se trouve ici, sur la pointe de la maison 4, donc sur le fond du ciel. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Alors, on va prendre Vénus, et on va l'imaginer comme un rayon de lumière. C'est la lumière vénusienne, d'accord? Donc vous avez une lampe torche, une lampe, ça c'est Vénus, d'accord? Cette lumière, elle va passer par le filtre d'un signe astrologique. Donc ici on a le zodiaque et vous avez le filtre du signe, en l'occurrence je crois que c'était le lion. Donc vous avez ici le lion. Comment ça se passe? C'est comme dans une cathédrale, vous savez, vous avez la lumière donc, qui vient de l'extérieur, qui passe dans un vitrail. Le vitrail, c'est le signe du lion, d'accord? Et donc cette lumière vénusienne, elle va se teinter du signe du lion, de la couleur du signe du lion, d'accord? Et ensuite, cette lumière, eh bien, va arriver sur la Terre. Donc ça, c'est la Terre. Cette lumière, ce rayon de lumière, donc qui est parti de là, voilà, donc il a fait ça, tac, tac, voilà. Et donc ici il était pur, ici il est chargé du signe du lion, et il arrive sur Terre dans cette zone-là. Vous voyez, cette zone-là, eh bien ça, dans le thème de Marie-Hélène, c'était la maison 4. Voilà, c'est la maison 4. D'accord ? Donc vous avez un rayon de lumière qui correspond à la planète, qui se teinte, qui se colore au travers d'un signe, et cette lumière arrive sur Terre dans une zone particulière. Cette zone, c'est la maison. Alors comme il y a 12 maisons, et elles sont en affinité avec les 12 signes qui sont en fait les 12 énergies fondamentales de notre monde, qui nous composent nous intérieurement et qui composent notre monde à l'extérieur. Donc il y a une affinité vraiment assez forte d'ailleurs entre les maisons et les signes. C'est-à-dire que la maison 1 va correspondre en affinité au premier signe, c'est-à-dire au signe du Bélier. La maison 2 va être en affinité avec le deuxième signe qui est le signe du Taureau. La maison 3 va être en affinité avec les Gémeaux, et ainsi de suite. Donc quand le rayon de lumière vénusien teinté du lion arrive dans la maison 4, eh bien cette maison 4, on sait qu'elle est en affinité finalement avec le signe du Cancer. Et donc, comme on est des astrologues en herbe, mais quand même on connaît beaucoup de choses, eh bien on sait que le signe du Cancer, c'est le signe de la famille, c'est le signe de la maman, c'est le signe de la maison, etc. Et c'est le signe du prendre soin. Tout ça, on a une sorte de nuage de sémantique qui est associé au signe du Cancer. D'accord ? Eh bien, quand on revient donc sur cette maison 4, au début de la maison 4 ici, eh bien on va voir qu'en fait, d'accord, il y a une affinité entre les maisons et les signes, mais la maison est vraiment terrestre. Vous comprenez qu'elle est posée sur la Terre. Alors que le signe, lui, vous voyez le signe de tout à l'heure, là, enfin le signe, il est dans l'espace. Et puis la planète, elle est encore plus loin. D'accord ? Donc, on pourrait dire que ça entoure la Terre, et puis la maison, elle est vraiment posée sur Terre. Donc, quand ce rayon de lumière vénusien touche la maison 4, cette maison 4, elle prend, en fait, en restant en affinité avec le Cancer, elle prend une dimension plus terrestre que le signe. Vous voyez ? Plus terrestre. Donc, en fait, qu'est-ce que j'entends par plus terrestre ? Plus concrète. C'est un secteur de notre vie quotidienne. C'est un secteur de notre vie matérielle, de notre vie concrète, parce que la maison, elle est posée sur la Terre. Vous voyez ?
Alors, pour vous donner une idée, parce que nous ne sommes pas dans une science exacte, hein, l'astrologie n'est pas une science exacte. Ah non, l'astrologie n'est pas une science exacte. Eh ben non, c'est une science humaine. Et comme toute science humaine, elle n'est pas forcément exacte. Ça n'empêche pas qu'elle est une science, hein, tout à fait. Donc, on peut dire que par exemple dans le signe, vous avez dans le nuage sémantique du signe, vous avez une dimension terrestre, une dimension psycho-affective, pour reprendre un mot de la psychologie, hein, psychologique, affectif, émotionnel, et puis vous avez une dimension spirituelle. Donc, par exemple, pour le cancer, la dimension terrestre va être plutôt le lieu de vie, le foyer. La dimension psychologique va être plutôt l'émotion, le prendre soin, voilà. Et dans le terrestre, on va trouver la nourriture également, hein. Et puis, au niveau comment dire, philosophique, spirituel, hein, pour le signe du cancer, eh bien on va retrouver l'idée de retrouver son enfant intérieur, voyez, de renouer avec sa part émotionnelle et affective. Vous voyez, ça c'est une dimension plus spirituelle. Eh bien, quand on regarde la maison 4, donc en affinité avec le cancer, eh bien, elle va être beaucoup plus terrestre. Elle va être principalement dans la sphère terrestre, c'est-à-dire qu'elle va représenter essentiellement le foyer, le lieu de vie, éventuellement par extension la famille. Vous voyez, bon. Qu'est-ce qui est matériel également dans la vie de la personne et qui correspond à la maison 4? Eh bien, le début de la vie, l'enfance, la petite enfance. Ça, c'est concret. On a tous eu une enfance. Peut-être qu'on est dans l'enfance d'ailleurs, à un certain moment. Bon, voilà. Alors, ça, c'est une dimension terrestre. Vous voyez? Est-ce que vraiment on va être dans la dimension de prendre soin? À la limite, un petit peu, mais déjà moins. Vous voyez? Parce que c'est moins terrestre, c'est moins concret. Vous voyez? Est-ce qu'on est dans la dimension de retrouver son enfant intérieur? Non, là c'est trop loin, c'est trop loin. Oui, on reste dans l'enfance, mais il ne s'agit pas d'une quête spirituelle de retrouver son enfant. Vous voyez, c'est trop... donc, voilà, c'est la traduction. Donc, on va résumer, c'est la maison, c'est la traduction terrestre de la sémantique du signe. Essentiellement, c'est ça. Hein. Donc par exemple, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette position? Vous avez Vénus. Alors Vénus, quelle est la lumière de Vénus? La lumière de Vénus, c'est une lumière très sensible, avec un grand sens esthétique, un grand sens des nuances, de la créativité, un sens artistique. Vous voyez, ça c'est et puis également la notion de s'unir à l'autre, de s'associer à l'autre. D'accord? Bon. Alors comment cette lumière vénusienne passe au travers du prisme, du filtre, du vitrail lion. Le lion, c'est la créativité. Hein. Donc là, on a toute la sémantique du signe, la créativité, le besoin de reconnaissance, ce qui est brillant, ce qui est clinquant, ce qui a besoin d'être vu, admiré, ce qui est doré. Vous voyez ? Bon. Et puis, tout cela arrive sur Terre dans la maison 4. Hein, on a vu la maison 4 en affinité avec le cancer qui représente le lieu de vie. Et bien donc, on peut dire que ici, la créativité de Vénus, qui est doublement chargée parce qu'elle s'imprègne du signe du lion qui lui-même est créatif, eh bien, est prédisposée dans le thème de Marie-Hélène à se manifester dans le cadre de son foyer. De son foyer. Alors, elle fait quoi comme métier? Pour ça que je prends cet exemple. Elle est décoratrice d'intérieur, vous voyez? Donc, ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire sa créativité, Vénus au Lion, s'exprime en priorité au niveau du foyer. Alors ici, c'est le foyer des autres, mais elle est aussi indépendante, elle a son bureau chez elle, donc elle travaille chez elle. Et donc, Vénus en Lion, ici, sur la pointe de la maison 4, est prédisposée à s'exprimer dans ce secteur de sa vie, c'est-à-dire dans son foyer, au niveau de son foyer. Vous voyez, secteur de vie. J'ai parlé par exemple de la maison 4 qui était en affinité avec l'enfance également. Bon, c'est quelqu'un qui par exemple, durant son enfance, a sans doute été très créative. Hein, elle a dû exprimer, elle faisait des dessins magnifiques, elle faisait des posters, des affiches, elle brillait en art plastique à l'école, enfin voilà, peu importe, on peut imaginer tout un tas de choses, mais qui sont en rapport avec ce secteur de vie de la maison 4.
voyez? Alors, une fois qu'on a compris ça, bon, on peut revenir sur les différentes maisons. La maison 1, alors c'est très simple, il faut faire simple. Hein. La maison 1, c'est la maison de la personnalité. Voilà. La maison 2, en affinité avec le taureau, eh bien, c'est la maison de ce que l'on possède. Hein. Donc, de l'argent matériel que l'on gagne, de nos revenus, mais également de nos biens matériels. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'on est obligé de parler de, par exemple, le rapport du taureau avec la nature? C'est déjà un peu plus éloigné, vous voyez? Il faut faire très simple, c'est l'argent que l'on gagne et c'est les biens que l'on a. La maison 3, c'est la maison de nos interactions de proximité. Comment on interagit avec les gens juste autour de nous. Hein? Donc, par extension, c'est notre voisinage. Les personnes que l'on voit tous les jours. Et puis c'est aussi la maison des frères et des sœurs, hein, en affinité avec Mercure. La maison 4, on en a parlé, la maison du foyer, la maison du lieu de vie, de la famille. La maison 5, c'est la maison du lion, traditionnelle du lion. Donc c'est la maison des amours, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison des jeux, c'est la maison des enfants et c'est la maison de la créativité. La maison 6, maison de la Vierge, maison de travail, maison aussi de santé. Hein. Travail, santé, souvent tout ce qui touche aux ennuis de santé parce qu'elle a une petite coloration un peu négative, la maison 6 comme la maison 12. Donc santé et problèmes de santé, mais aussi travail au quotidien. La maison 7, maison qui commence au descendant, donc c'est la maison qui est en face de l'ascendant, donc c'est la personne qui est en face de moi, c'est la personne avec laquelle je vais échanger, avec laquelle je vais essayer de m'associer, potentiellement de m'unir. Donc c'est la maison du mariage, des associations, et le maître de cette maison représente le conjoint également. La maison 8, tiens, on m'a posé une question sur la maison 8. Qui est-ce qui m'a posé cette question? Ah, je vais citer... la maison 8, Yannick. À quoi correspond la maison 8 hein? La maison 8, c'est la maison du scorpion. Le meilleur adjectif pour la qualifier, c'est la maison des crises. Des crises dans le sens de crino, hein, c'est-à-dire un pont entre deux rives, quelque chose qui permet de passer d'un état à un autre état. C'est la maison donc des passages, c'est la maison des transformations. Crise dans le sens de transformation, mutation. Vous voyez ? Et dans cette idée de mutation, il y a quelque chose qui meurt, qui doit prendre fin pour que quelque chose d'autre puisse arriver. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quitter une rive pour aller sur une autre rive. Et c'est ça, c'est cette notion de passage, de transformation, de crise, mais aussi donc de mort. Mais la mort, dans l'astrologie, ce n'est pas un état définitif. Hein. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin de mettre une maison 9, par exemple, ou une maison 10 derrière. Hein. Peu importe, ça s'arrête à la maison 8. Ah bah non. Donc, vous voyez que la mort est un passage vers autre chose et en fait l'âme continue à se développer, à progresser au-delà de cette maison de crise et de mort. La maison 9 qui est la maison donc en affinité avec le Sagittaire qui représente nos croyances, voilà, nos vues philosophiques. Nos valeurs morales, c'est aussi la maison des voyages, c'est la maison de l'étranger, c'est la maison des formations aussi, notamment des formations supérieures. Vous voyez, l'enseignement est représenté par le signe du lion et la maison 5, mais la maison 9 aussi, mais dans le sens de formation supérieure, études supérieures. Vous voyez, alors ça, c'est la maison 9, maison de l'étranger, des voyages. La maison 10, maison la plus élevée du thème astral, c'est la maison de la carrière, c'est la maison du statut aussi, du statut socio-professionnel, du statut social, à pas confondre avec la maison 6 qui est la maison du travail au quotidien, ce que je fais au quotidien. Voilà, c'est vraiment une maison très, très terrestre, hein, la maison 6. La maison 10 aussi, mais elle a cette dimension supérieure dans le sens où c'est la carrière, la vie socio-professionnelle et par extension le statut de la personne. Notons également que donc, la maison 10 peut représenter la maison du père. Donc là, on va voir, on touche parfois aux maisons dérivées. Donc, pour une femme, souvent, on n'est pas dans une science exacte, hein, donc c'est souvent, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Souvent, pour une femme, la maison 4, ici, représente la mère, alors que la maison 10 représente le père. Hein. Donc,
Et pour un homme, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour un homme, on va avoir plutôt le père en maison 4 et la mère en maison 10. En fait, donc il faut voir que la maison 4 serait plutôt du même sexe que, donc en termes d'ascendance, serait plutôt du même sexe que le consultant ou la consultante, et la maison 10 du sexe opposé. Hein. Donc le père pour une femme, la mère également pour une femme, et inversement pour un homme. La maison 11, c'est notre maison du Verseau, c'est notre rapport, nos échanges avec la société, avec les groupes, notre façon également de communiquer à grande échelle, nos amis, voilà, alors ça c'est typique parce que c'est nos interactions sociales et ça commence par nos amis, par extension c'est la vie sociale, la maison 11, hein, très simple également. Maison 12, très complexe, maison 12, maison des poissons, c'est une maison occulte en astrologie, comme la maison 8, comme la maison 4 également, donc les 3 maisons d'eau, hein, la 4, la 8 et la 12 sont des maisons occultes, secrètes, difficiles à comprendre, à cerner. La maison 12, c'est la maison des épreuves. C'est une maison de santé également comme la maison 6. Là, ce sont plutôt des problèmes de santé passagers. Ici, ce sont plutôt des problèmes de santé chroniques, par exemple, que l'on va trouver ici. La maison des épreuves, des grandes épreuves à l'échelle de la vie, la maison parfois d'une forme de solitude également, et puis c'est la maison de la dernière vie antérieure, c'est-à-dire la vie antérieure avant cette incarnation, on regarde la maison 12. Pourquoi ? Parce que l'ascendant représente un seuil vraiment très important, c'est le seuil de la naissance physique. Donc juste avant cette naissance physique, dans la maison 12, on est dans la précédente vie antérieure. Donc voilà, maison de l'âme, maison de la spiritualité, mais aussi des épreuves, des ennemis cachés également qui sont ici. Alors que les ennemis déclarés, ceux que l'on peut affronter à terrain découvert, c'est la maison 7. Parce que dans cette maison 7 qui est opposée à moi, eh bien justement, il y a des gens qui sont opposés à moi et qui sont donc des ennemis, entre guillemets, dans la lumière. Mais ici, dans la maison 12, on peut trouver des manœuvres souterraines, un peu à l'image des poissons, des choses cachées, et donc des ennemis cachés, mais aussi donc des ennemis intérieurs, hein, c'est-à-dire en soi, que l'on a en soi, nos propres limitations, et qui viennent souvent de vie antérieure. Bon, voilà. J'ai été trop complexe en fait, parce qu'il faut vraiment ramener les choses à quelque chose d'assez simple, justement, à des notions simples pour exprimer les maisons. Alors, c'est Ariane maintenant qui me pose cette question. Quel est le système de domification que vous utilisez et pourquoi ? Merci Ariane. Écoutez, alors là on peut faire vraiment très complexe pour le coup. Il y a il y a 10 en fait systèmes de domification principaux, parce qu'en fait il y en a une infinité, mais il y en a 10 qui sont majeurs, on va dire. Et certains qui sont très anciens, d'autres plus modernes. En gros, plus on va dans le côté moderne de cette domification. Alors la domification, c'est quoi ? C'est comment on répartit les maisons, hein, voilà, autour du zodiaque. Vous voyez qu'elles n'ont pas toutes la même taille, vous êtes d'accord ? Alors il existe des systèmes où toutes les maisons ont la même taille, hein, ça s'appelle le système des maisons égales. Donc ça c'est un système basique, en fait, qui commence à l'ascendant. Alors l'ascendant qui commence à l'ascendant, et là on va diviser le zodiaque en 12 fois 30 degrés. Donc toutes les maisons vont avoir 30 degrés. Vous voyez ? Bon, système basique, si vous voulez. Ce qui est sûr, c'est qu'il se base sur l'ascendant, donc on fixe le point ascendant. L'ascendant, c'est le point de connexion entre l'écliptique, bon je passe, mais entre l'écliptique et l'horizon. Et ça détermine l'ascendant. Donc à peu près tous les systèmes de domification sont d'accord sur l'ascendant. Après, vous voyez que si on fait des maisons égales, si je fais 30 degrés ici, je ne vais pas arriver au milieu du ciel ici à la fin du Verseau. Non. Donc déjà, je pense que ça donne une bonne idée, ce système, mais que le milieu du ciel ici, il n'est pas bon, en fait. Parce que le milieu du ciel, normalement, c'est l'intersection entre le méridien, c'est-à-dire le méridien qui passe au-dessus de votre tête au moment de votre naissance, hein, donc c'est un grand cercle,
et qui coupe l'écliptique. Voilà. Ce point-là, c'est le milieu du ciel. Hein. C'est le midi. C'est le midi du lieu, si vous voulez. Et lui aussi, il doit avoir une position assez fixe. Donc ces systèmes, comme par exemple les maisons égales, oui, elles respectent l'ascendant, mais elles ne respectent pas forcément le milieu du ciel. Donc déjà, il faut un système plus moderne qui respecte ascendant et milieu du ciel, à mon avis. Et alors là, on a l'embarras du choix. Donc là, on est sur 6 ou 7 systèmes différents qui respectent ces axes. Mais après, la répartition des maisons à l'intérieur de ces axes, eh bien, ça dépend du système. Voilà, ça dépend du système. Il y a des systèmes qui divisent, qui se basent sur une division de l'espace, voilà, et d'autres systèmes, dont Placidus, qui se basent sur une division du temps, en fait. C'est-à-dire du temps que va mettre l'ascendant ou une planète posée sur l'ascendant pour arriver jusqu'au milieu du ciel, c'est-à-dire jusqu'au midi terrestre. Eh bien, ce temps-là, Placidus, moi c'est ce système que j'utilise Placidus en fait, c'est un système qui divise l'ascension de l'ascendant vers le milieu du ciel en temps. Ouais. Et ce temps-là, ensuite, il est converti en distance sur le zodiaque. C'est pourquoi vous avez eh bien, par exemple la maison 12 qui n'est pas forcément égale à la maison 11, qui n'est pas forcément égale à la maison 10. Donc c'est une division de l'ascendant vers le milieu du ciel en temps. Voilà. Et c'est ce qui me paraît être les deux les plus modernes sont Placidus et Koch. Moi j'utilise Placidus parce que je vais vous dire j'ai toujours utilisé Placidus dès le départ en fait. Et bon, c'est un système avec lequel j'ai grandi et qui me donne satisfaction puisque ça marche bien dans mes consultations quand même depuis des années. Mais je ne suis pas un mathématicien qui va passer beaucoup de temps à réfléchir sur ces systèmes. Ce que moi j'en déduis concrètement dans ma pratique, c'est que ces axes-là, donc l'ascendant, le milieu du ciel, le fond du ciel, le descendant, ces points-là en tout cas sont des points fixes. C'est-à-dire ça je peux m'appuyer dessus parce que je sais que c'est le croisement de deux droites ou plutôt de deux grands cercles. Donc eux, si j'ai une heure précise, je sais qu'ils sont fixés. Et j'ai une grande confiance là-dedans. En revanche, les maisons intermédiaires, vous voyez par exemple la 11, la 12, la 2, la 3, ça, je sais que ça fluctue. Voilà. C'est jamais... je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit exactement à 8 degrés, que la maison 12 commence exactement à 8 degrés. Je pense que c'est un ordre d'idées parce que, en fonction des systèmes, ce sera 8 degrés, ce sera 12 degrés, ce sera 5 degrés, je ne sais pas. C'est dans cette zone. En tout cas, c'est dans cette zone. Voilà. Alors, on essaye de faire le plus précis possible, mais on ne peut pas être plus précis que la précision. Donc, ça, c'est fixe, ascendant, milieu du ciel, j'y crois, c'est sûr, c'est béton. Si c'est 23, c'est pas 24. En revanche, les maisons intermédiaires, là, vous savez que ça fluctue. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de la position de cette maison. Et c'est tout. Voilà. Moi, c'est comme ça que je les utilise. Alors maintenant, je continue ma liste de questions. Alors Madame Ferrari, bonjour, enchanté. Et du coup, vous me posez la question, ah oui, Monsieur Bartomeu, parlez-nous des maisons interceptées. Alors voilà, non, en fait non, il ne peut pas y avoir de maison interceptée, Madame Ferrari, parce que une maison, par définition, ne peut pas être interceptée. Une maison, elle a une cuspide, c'est-à-dire une pointe, la pointe d'une maison, vous voyez, c'est le point de départ d'une maison. Donc ça, c'est une cuspide. La cuspide de la maison 2, la cuspide de la maison 3. Et vous voyez, une maison ne peut pas être interceptée. Parce que forcément, elle a une cuspide de départ et puis elle a une cuspide de fin. Donc une maison interceptée, ce terme-là, malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose. On ne peut pas avoir une maison interceptée. Je pense que ce que vous vouliez dire, c'est parlez-nous des signes interceptés. Ah, ça c'est différent. Et ça, c'est Madame Courty qui me dit parlez-nous des signes interceptés. Donc Madame Ferrari, vous rentrez en contact avec Madame Courty pour parler des signes interceptés. Alors, un signe intercepté, c'est par exemple un signe qui n'a pas de pointe de maison en lui. Donc par exemple là, dans le cas de Marie-Hélène, vous voyez le signe de la balance qui est là. Voilà. Et bien lui, il est intercepté parce qu'il n'a pas de pointe de maison dans ce signe. Vous voyez, il est complètement inclus
en fait, dans la maison 5. Complètement inclus dans la maison 5. Et donc ça s'appelle un signe intercepté. Alors quand on a un signe intercepté d'un côté, on a un signe intercepté de l'autre. Donc ici, vous avez le signe du bélier en face de la balance, voyez, qui lui aussi est intercepté dans la maison 11. Donc oui, alors ça, ce sont des signes interceptés. Alors qu'est-ce que ça signifie, ça, un signe intercepté? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la pointe d'une maison, donc une cuspide de maison, par exemple, cette cuspide de la maison 5, ici, là, vous voyez, là, eh bien ça, c'est comme une porte. Alors, moi, j'ai cette image, à chaque fois que je parle de cet exemple, vous savez, comme dans les portes des caves anciennes, vous savez, qui sont devant la maison, hein, côté rue, et là vous avez un accès à la cave qui est quasiment à l'horizontale, et là vous avez deux volets là qui viennent fermer cette sorte de trappe. Hein. Les vieilles caves, c'est comme ça. Bon ben voilà, et ben ça, la cuspide de la maison 5, c'est ça. Vous avez une porte avec deux volets là, et vous pouvez ouvrir ce qu'il y a et regarder dessous. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que la pointe de la maison 5, toutes les cuspides, en fait, elles donnent un regard, c'est un point d'accès conscient à l'énergie d'un signe. Hein. Donc par exemple, la maison 5 ici, dans le cas de Marie-Hélène, elle ouvre sur la Vierge. Hein, donc ça veut dire que la maison 5 qui représente, alors on en a parlé tout à l'heure, hein, maison traditionnelle du lion, qui représente tout ce qui est créativité, le jeu, mais aussi les affaires amoureuses, hein, les relations sentimentales, tout ça, c'est vraiment maison 5. L'amour, c'est la maison 5. Hein, et puis les enfants aussi. Hein. D'accord ? Donc par exemple, si je prends les affaires amoureuses de la maison 5, eh bien ici, cette cuspide de la maison 5 ouvre dans le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est comment dire, analytique, hein, c'est un signe très analytique, je suis prudent, j'analyse, je prends le temps, je ne me livre pas facilement, et donc vous voyez, dans ces affaires amoureuses, là, de Marie-Hélène, qu'est-ce qu'on trouve en premier au niveau conscient? Voilà, j'ai ouvert la porte de cette cave, eh ben c'est oh là là, sois prudente ma fille, hein, ne te livre pas trop vite, analyse les choses, réfléchis, prends le temps de la réflexion, hein, voilà, c'est ça que dit ça. Donc comment sa maison 5 est vécue? Elle est vécue de type Vierge. Maintenant, vous voyez que puisque la balance est complètement interceptée dans cette maison 5, ça veut dire qu'il y a également dans sa maison 5, la maison des amours, hein, je vais résumer, je vais prendre ce cas, la maison des amours, il y a une sous-dimension non consciente, puisqu'il n'y a pas de porte d'accès consciente, qui est de type balance. Et encore plus dans le thème de Marie-Hélène, c'est lunaire de la balance. Donc, la lune qui représente en plus donc l'inconscient, bon, ça c'est un cas particulier, et qui est dans un signe intercepté subconscient, donc inconscient également, et dans le signe de la balance. Vous voyez ? Alors là, on va trouver une autre dimension. C'est une dimension, donc encore une fois, inconsciente ou vraiment très profondément subconsciente chez elle, chez Marie-Hélène, d'une forme de besoin de l'autre. Et donc on va besoin, parce que la lune représente les besoins, la balance représente le complément, le complémentaire, donc l'association, donc besoin de s'associer à l'autre. Et là on a une forme de dépendance. Hein. La lune en balance est très dépendante de l'autre. Hein. Donc en fait, oui, elle va avoir tendance majoritairement à vivre sa maison 5, mais à la manière vierge. Mais à certains moments, il va y avoir l'irruption de comportements qu'elle ne va pas vraiment comprendre et qui vont être des comportements de dépendance affective ou émotionnelle à l'autre. Elle va se retrouver à certains moments dépendante. Ouais. Ou elle va avoir des tendances à être dépendante dans sa relation affective. Parce que ça, c'est une tendance subconsciente qui rejaillit à certains moments et qui est très difficile justement à maîtriser au cours de sa vie. Hein, parce qu'on n'a pas cette fenêtre, cette porte d'accès à cette dimension de soi.
Alors, ce serait vrai aussi, par exemple, pour un ascendant. Alors, sans que... D'ailleurs, c'est une autre question. Je crois que... Qui est-ce qui me posait cette question? Les planètes qui contribuent... Non, c'est pas ça. C'était tout au début, je crois. Voilà, les signes interceptés... oui, donc, non, mais c'est ce dont on parle là. Hein. Maison sur 2 signes. Voilà, c'est Monsieur Georges qui me pose cette question. Vous avez un ascendant à la fin du signe du Cancer et avec un lion dans la première maison. Mais par exemple, c'est très souvent, c'est même quasiment toujours le cas. Hein. Là, par exemple, vous avez un ascendant dans le signe des Gémeaux, donc, et pourtant, vous voyez que vous avez une partie Cancer dans la maison 1 de Marie-Hélène. Donc, est-ce qu'elle est ascendant Gémeaux ou est-ce qu'elle est ascendant Cancer? Non, elle est ascendant Gémeaux. Hein, elle est ascendant Gémeaux, parce que sa partie consciente, son outil, l'ascendance qu'elle peut maîtriser au cours de sa vie, ce sera vraiment Gémeaux. Mais c'est vrai qu'il y a une partie, alors plus ou moins importante, Cancer, qui se trouve dans sa maison 1. Alors ça, des fois, parfois, ça peut ressurgir, d'ailleurs pas forcément toujours, mais au cours de sa vie, oui, elle se comporte comme une ascendant Gémeaux à 99% du temps. Et puis à certains moments, comme une résurgence de quelque chose qui se passe, elle peut se comporter pendant quelques jours, pendant une semaine, parfois pendant un mois avec une dominante, type Cancer. Et donc beaucoup plus centré sur ses émotions, sur son besoin de l'autre, de conserver l'autre dans son giron, car elle éprouve le besoin d'être en sécurité émotionnelle avec l'autre, alors que d'habitude, non, ça elle ne le ressent pas énormément avec son ascendant Gémeaux, voyez. Mais à certains moments, ça peut ressortir. Vous ne pouvez pas baser votre interprétation sur ça. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'à un moment, il faut se remettre dans la position de l'astrologue. Ça se comprend, mais vous ne pouvez pas savoir à quelle proportion cette dimension Cancer va émerger à certains moments dans sa vie. C'est très difficile de le savoir. Mais si la personne vient vous dire qu'elle ne comprend pas pourquoi, par exemple, à certains moments, là, Marie-Hélène, pourquoi elle se retrouve, après plusieurs années dans la relation, d'un coup dépendante émotionnellement pendant des phases très importantes, ça, vous pouvez lui expliquer avec ce signe intercepté, ou de la même manière, potentiellement, avec cette partie du Cancer dans sa maison 1. Vous voyez ? Voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est intercepté ou qui n'a pas de cuspide représente une partie sur laquelle on n'a pas vraiment matière à agir. On n'est pas vraiment conscient et on ne peut pas vraiment maîtriser cette partie subconsciente de soi. Ok. On va parler maintenant des planètes qui se trouvent à la fin d'une maison. Alors là, on va effacer un peu ça, tac, tac, tac. Et vous aviez une question là-dessus. Par exemple, vous avez ici un soleil qui se trouve en 22 du signe de la Vierge, alors que la pointe de la maison 5, c'est 24 Vierges. Donc techniquement, si l'astrologie était une science exacte, voilà, eh bien, on saurait que la maison 5 est en 24 degrés pile, et on en est sûr. Mais non, on n'en est pas sûr, parce que comme je vous l'ai dit, déjà, ça c'est une maison, succédante. Vous avez les maisons cardinales, les maisons succédantes et les maisons cadentes. Donc ça, c'est une maison succédante. Donc elle est, vous voyez, entre ces grands axes qui, eux, sont relativement fixes, Donc ici, la maison 5, on ne sait pas vraiment où elle est. Ça dépend du type de domification que vous utilisez. Est-ce qu'elle est vraiment en 24? J'en sais rien. Elle est peut-être en 28. Elle est peut-être en 21. J'en sais rien. C'est difficile à savoir. Et vous ne pourrez jamais le savoir avec précision. Donc déjà, ça, je ne sais pas trop. Bon. Deuxièmement, il faut quand même définir une sorte de règle pour pouvoir interpréter les choses le plus justement possible, en sachant qu'on ne pourra jamais savoir précisément, mais quand même. Donc, pour ça, on utilise la règle du 6e. Ça, c'est quelque chose que j'explique dans ma formation, donc je détaille beaucoup de choses. Mais là, simplement, pour vous dire, une planète qui se trouve
à 5 degrés. Alors il y a des auteurs qui vont dire à 5 degrés, d'autres qui vont dire à 3 degrés. Moi j'utilise la règle du 6e. C'est-à-dire, donc si une planète se trouve à moins de 5 degrés de la cuspide, eh bien elle appartient à cette maison. Donc là vous avez une différence de 2 degrés. Donc on va dire que le Soleil, techniquement il est dans la maison 4, mais en fait avec cette règle, il appartient à la maison 5. Déjà. Il est comme aspiré par la cuspide de cette maison 5. Donc on peut utiliser une règle de 3 degrés, on peut utiliser comme Hadès le fait une règle de 5 degrés, mais quand on utilise Placidus, comme c'est mon cas, avec des maisons qui ont des tailles très différentes, vous voyez la différence de taille entre la maison 7 et la maison 12 par exemple, une grande différence de taille, donc il vaut mieux essayer d'assouplir cette règle. Alors moi ce que j'utilise c'est la règle du 6e, c'est-à-dire que je vais mesurer la taille de cette maison et je vais le diviser par 6. Donc ici, on a 23, la maison 4 est en 23, donc il manque 7 degrés pour aller au début du lion. Ensuite, on a 24 degrés pour aller jusqu'ici. Donc 7 degrés plus 24 degrés, ça fait 31 degrés. Donc cette maison-là, la maison 4, fait 31 degrés. Je vais diviser ce 31 par 6. Ça fait 5. Et donc on arrive sur 5 degrés. Donc si une planète se trouvait à moins de 5 degrés de la cuspide de la maison 5, qui est en 24. Donc par exemple, si elle se trouvait en 19 degrés ici de la Vierge, eh bien elle serait à moins de 5 degrés de la cuspide de la maison 5, donc déjà elle appartiendrait à la maison 5. Il se trouve que là elle est à 2 degrés, donc elle appartient à la maison 5. Donc déjà, ce soleil, vous pouvez dire que c'est un soleil maison 5, c'est pas un soleil maison 4. Et ça, c'est vrai pour toutes les planètes. Là, par exemple, vous avez par exemple ici, qu'est-ce qu'on a ici 3, par exemple. Donc, on peut prendre, par exemple, Pluton, ici, vous voyez, qui est en 3 degrés. Donc là, pareil, je vais faire donc 24, 24, donc 6 degrés pour aller au début de la balance, 6 degrés, 30 degrés, donc 36 degrés, plus 8 degrés pour aller ici. Donc, j'ai dit 36 et 8, ça fait 44, donc on a ici une maison qui fait 44 degrés. 44, je vais le diviser par 6, ça fait à peu près 7. Donc si j'ai une planète qui est à moins de 7 degrés de cette pointe de la maison 6, elle appartiendra à la maison 6. Donc cette maison 6, cette pointe de la maison 6 est à 8 degrés, je fais moins 7 degrés, ça fait 1 degré, Pluton est en 3 degrés, donc vous voyez Pluton ici, il appartient déjà à la maison 6 selon la règle du 6e. Voilà. Donc ça c'est important parce que ça va vous permettre de savoir et puis d'avoir une règle à appliquer tout en sachant que c'est très très vrai sur tous les axes, sur les maisons cardinales. C'est beaucoup plus aléatoire dans les maisons intermédiaires comme la maison 6 ou la maison 5. Mais malgré tout, c'est une règle qui a le mérite d'exister. Donc, ok. Et puis alors, qui est-ce qui m'a posé cette question sur les planètes? Alors c'est Sylvie, Gilles, les planètes en fin d'une maison. Voilà. Ouais. Donc merci Sylvie, j'espère que je vous ai répondu. Tiens, Emmanuel, en dessous, elle me pose la question, quand comptez-vous faire cette vidéo? Bonne question. Ben voilà, je vous réponds, c'est maintenant. Merci beaucoup Emmanuel. Alors ensuite, Yvelise me pose une question très intéressante. Elle me dit, voilà, j'ai compris la règle du 6e, donc si une planète se trouve à la fin d'une maison, eh bien elle appartient déjà à la maison suivante, mais qu'en est-il pour les nœuds lunaires? Alors vous savez, les nœuds lunaires, ce sont ces points karmiques, en fait, qui forment un axe, et la particularité de ces points karmiques, c'est qu'ils se déplacent dans le sens inverse des planètes. C'est-à-dire que les planètes tournent dans ce sens, mais les nœuds lunaires, eux, ils vont à reculons. Ils tournent dans ce sens, dans le sens opposé. Donc la question, ici vous avez par exemple un nœud lunaire sud qui se trouve en 9 degrés et la pointe de la maison 6 qui se trouve en 8 degrés. Donc là, il n'y a pas photo, ce nœud lunaire sud, il appartient à la maison 6. Ça, on est d'accord. Mais admettons que ce nœud lunaire sud, maintenant, au lieu d'être en 9 degrés, il soit en 2 degrés, ici. Il soit en 2 degrés. Donc il est à 6 degrés
d'écart du nœud lunaire sud, de la pointe de la maison 6. Et on a vu que, en fait, pour une planète, il fallait 7 degrés ici, là, parce qu'il y avait 44 degrés, donc il fallait 7 degrés d'écart. Si la planète était à moins de 7 degrés de la 6, elle appartenait à la 6. Donc la question qui se pose avec un nœud lunaire sud ici, c'est est-ce que ce nœud lunaire sud appartient à la maison 5 ou est-ce qu'il appartient encore ? Pour les planètes, on dit est-ce qu'il appartient déjà à la maison suivante? Là, pour un nœud lunaire sud, ou nord, on va se dire, est-ce qu'il appartient encore à la maison d'avant, c'est-à-dire à la maison 6? Ben moi, personnellement, je tends à appliquer la règle du 6e, c'est-à-dire je fais exactement pareil. C'est-à-dire que si j'ai un nœud lunaire sud qui est dans la zone des 7 degrés par rapport à la pointe de la 6, je dis qu'il aurait, pour moi, il aurait tendance à appartenir plutôt à la maison 6. Alors je dis plutôt parce que c'est quand même à nuancer. Là on est sur une maison intermédiaire en plus, donc c'est encore moins sûr, je dirais. Il faut voir avec les nœuds lunaires. Moi j'applique cette règle, c'est vrai, ça me donne un indice supplémentaire, mais il faut quand même tenir compte du thème astral, c'est-à-dire que les nœuds lunaires, moi je les interprète vraiment à la fin, quand j'ai déjà parcouru le thème, et je vois s'il est plus important de les interpréter en signe, ou en maison, ou en signe et en maison. Et ensuite, par rapport à ce que j'ai vu dans le thème, ça va aussi me donner un indice, et même un fort indice, pour savoir si ce nœud lunaire sud est plus dans la maison 6, ou plus dans la maison 6, ou plus dans la maison 5, en l'occurrence, ici. Donc oui, c'est un indice supplémentaire, j'applique cette règle, mais ça ne m'empêche pas de réfléchir et de prendre du recul pour voir si c'est bien cohérent avec tout ce qu'on a vu. Voilà, alors ça c'est une très bonne question, merci Yvelise de l'avoir posée, et on voit bien que c'est pas une science exacte, on fait avec ce que l'on a. Est-ce qu'une planète sur une cuspide a plus d'importance que les autres? Merci Sylvain de m'avoir posé cette question. Par exemple, ici on a Vénus qui est posée sur le fond du ciel, donc elle est bien en conjonction avec la pointe d'une maison. Est-ce qu'elle a une importance supplémentaire? Alors, je répondrai à cette question, oui, mais surtout si c'est un axe du thème, parce que dans ce cas, ça devient une planète angulaire. Par exemple, là, vous avez aussi le Soleil qui est posé sur la pointe de la maison 5, c'est vrai, mais est-ce que ça donne une petite importance supplémentaire au Soleil? C'est vrai, parce qu'il est au début de la maison 5. Tout ce qui est au début d'une maison, comme au début de signe, souvent est assez fort. Parce qu'on commence à expérimenter, au début de la maison, on commence à expérimenter les expériences justement de cette maison 5. Donc le fait d'avoir un soleil juste devant, enfin posé sur la pointe de la maison 5, oui, ça lui donne une petite importance supplémentaire. Mais petite par rapport à un placement d'une planète sur un axe du thème. Vénus sur le fond du ciel est très forte, très puissante. Pas forcément parce qu'elle est sur la pointe d'une maison, mais parce qu'elle est sur la pointe d'un des axes du thème. Vous voyez ? En revanche, oui, Soleil sur la pointe de la maison 5 donne une petite importance supplémentaire à cette planète. Et ça va nous amener à dire qu'est-ce que signifie une planète dans une maison, déjà. Donc ça, on a vu comment l'interpréter. Mais qu'est-ce que ça signifie? Là, il faut rentrer dans les détails. Si la planète en question est votre soleil, ou si c'est une planète personnelle, ou si c'est votre maître d'ascendant, forcément, ça va colorer votre potentiel, votre personnalité profonde. Vous voyez, ça, c'est évident. Mais, par exemple, si c'est, d'une manière plus générale, si c'est une planète extérieure qui n'est pas votre maître d'ascendant. Par exemple, vous avez Mars. Tenez, ça c'est un cas particulier parce que Mars, c'est à la fois une planète personnelle, vous savez qu'elle fait partie des planètes personnelles, mais c'est aussi une planète extérieure parce que Mars est extérieur. Donc on l'utilise aussi bien en transit que pour analyser la personnalité du consultant. Donc ici, Mars est dans la maison 4. Ici, vous voyez, Mars dans la maison 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que dans sa maison 4, qui est la maison du foyer, eh bien, à un moment donné, le thème de Marie-Hélène l'a
prédispose à vivre une expérience martienne, donc dans le cadre de quoi? De son foyer ou de sa famille. C'est-à-dire qu'ici, il peut y avoir un combat au niveau de son foyer, à un moment donné. Il peut y avoir une dispute, il peut y avoir un combat à l'intérieur de sa famille, donc des désaccords, principalement peut-être avec des frères. Les frères aînés qui est représenté par Mars, ou la nécessité de se battre pour son propre patrimoine, pour ses biens, pour un héritage par exemple, c'est tout à fait possible. Donc vous voyez, en fait, une planète dans une maison va nous donner un type d'expérience qui sera vécue dans le secteur de vie en question du consultant ou de la consultante. Secteur de vie en question, la famille. Mars représente le combat. Ok, eh bien, un combat dans la famille. Maintenant, Mars est aussi une planète personnelle. Donc là, vous voyez, j'ai interprété Mars comme une planète extérieure. Ça donne un type d'expérience qui sera vécue dans ce secteur de vie. Si maintenant j'interprète Mars comme étant une planète personnelle, alors dans ce cas, je vais dire que l'action de Marie-Hélène, le travail de Marie-Hélène va pouvoir se faire dans la maison 4, c'est-à-dire au foyer. Oui, elle travaille chez elle. Et elle travaille aussi au foyer des autres, puisque, je vous rappelle, elle est décoratrice d'intérieur. Et alors, donc, de quelle manière est-ce qu'elle va travailler? Eh bien, elle va travailler au travers du prisme du signe, c'est-à-dire de la Vierge, avec beaucoup de précision, de sens du détail, de fiabilité, de recherche d'efficacité, de recherche de perfection dans tout ce qu'elle fait, voyez, avec beaucoup de minutie. Voyez, donc ça, c'est la version planète personnelle. Par exemple, si je prends on peut prendre par exemple Saturne ici, vous voyez, Saturne, ici, c'est une planète extérieure, c'est pas son maître d'ascendant. Ok, donc Saturne dans cette maison 6, la maison 6, on va dire maison du travail, Saturne, l'épreuve, eh bien ça peut donner ici une épreuve dans le travail. Par exemple. Ou alors, si je prends la maison 6 comme la maison de la santé ou des ennuis de santé, eh bien, on peut avoir à un moment une épreuve de santé. Puisque cette planète est plutôt dans le premier tiers de cette maison 6, quand est-ce que cette épreuve de santé devrait être vécue, à votre avis, plutôt à 60 ans ou plutôt à 25 ans ou 30 ans? Plutôt à 25 ans ou 30 ans. Ouais, juste un ordre d'idée. Donc la taille de la maison, alors est-ce que j'ai une autre question justement? Mais vous avez été très prolixe. Alors voilà, c'est Gérard qui me pose cette question. Est-ce que si une maison fait 56 degrés, elle est plus importante qu'une maison qui fait que 17 degrés? Non. Ce mot-là, important, non. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus importante, ça ne veut pas dire que la maison 12, la vie spirituelle de la personne, là, est beaucoup plus importante que sa vie sentimentale. Maison 7. Non, ça ne veut pas dire ça. Et ça, justement, on le comprend. Alors, dans les stages que je propose, on fait parfois un thème inversé. Et c'est-à-dire que moi, je donne une sorte de cahier des charges. Je dis, voilà, vous êtes à la place du ciel et je voudrais que vous me créiez au conditionnel ce type de thème. Je voudrais quelqu'un qui soit très émotionnel, très attaché à sa maman, mais qui en même temps est divorcé, qui ait 3 enfants, qui soit paysagiste, etc. Et donc il faut essayer de construire à plusieurs ce thème. Et on voit à ce moment-là, donc ça c'est dans les stages, la difficulté qu'il y a à créer un thème. Et on se rend compte, mais mon Dieu, mais le ciel, il a passé un temps, il a fait des efforts incroyables pour me donner ce thème, parce que c'est fou, c'est très très difficile, c'est très complexe, et il y a plein de petites nuances partout. Et quand on place une planète là, on peut plus la mettre ailleurs, donc du coup on peut pas dire 2 choses en même temps, ou alors il faut trouver un moyen de dire 2 choses en même temps, mais de le dire autrement, vous voyez? Donc c'est extrêmement compliqué. Et du coup, ça c'est la création du ciel. Le ciel a dit, voilà, pour placer des planètes comme je veux, eh bien il n'y a pas moyen, à un certain moment il faudra que j'agrandisse cette maison, que je réduise l'autre, mais c'est pas pour ça que cette maison 12 va être plus importante en termes de qualité que la maison 7. C'est pas ça, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que si j'avais fait maison égale,
Par exemple, eh bien, peut-être que Jupiter aurait été dans la maison 7. Moi, je ne voulais pas qu'il soit dans la maison 7, le ciel. Donc, j'ai réparti cette maison et j'ai fait cette nativité à Lyon plutôt qu'à Ouagadougou, quoi. Parce qu'en faisant ça, je vais obtenir cette taille de maison. Donc, non, c'est pas plus important, ça veut simplement dire que plus vous avez une grande maison, plus vous avez de chances qu'il y ait des planètes dans cette maison, et donc potentiellement il y a une chance plus élevée pour qu'il y ait des types d'expériences particuliers qui soient signifiés dans cette maison. Mais c'est pas toujours le cas. Donc, par exemple, vous avez des maisons qui sont vides ici. Donc, par exemple, là, Marie-Hélène, elle a une maison 8 qui est vide. Tiens, qui est-ce qui m'a posé ça? Ah, c'est Enki. Enki 6578. Bonjour. Parlez-nous des maisons vides. Alors là, par exemple, Marie-Hélène, elle a la maison 8 qui est vide. La maison 8 qui représente la mort, et ici elle est vide. Oh bah super. Moi j'aimerais bien avoir ça. Vous voyez, comme ça, je meurs pas. J'ai rien dans la maison 8. Bah non, j'ai rien. Mais attendez, moi j'ai rien dans ma maison 8, je meurs pas, c'est pas mon heure, c'est jamais mon heure en fait. Non. Vous voyez, ça veut pas dire ça. Donc si vous avez une maison vide, ça veut pas dire que votre maison, vous allez rien vivre dans cette maison. Au contraire, vous allez le vivre d'ailleurs en fonction du signe. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas... le ciel ne nous donne pas d'indice particulier sur le type d'expérience particulier que vous allez vivre au-delà du signe. Donc par exemple, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder le maître de la maison. Vous voyez, alors le maître de la maison, lui, c'est pas le type d'expérience que l'on va vivre, c'est plutôt, comment dire, la nature de cette maison. Si par exemple j'ai Saturne dans la maison 6, je risque de vivre une épreuve de santé ou une épreuve dans le travail, et plutôt au premier tiers de ma vie, puisque elle est dans le premier tiers de cette maison 6. D'accord. Maintenant, si je regarde donc la maison 8, la maison, on va dire la maison des crises, parce que c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, je dis elle est vide. Donc j'ai pas d'indice particulier sur le type d'expérience qui va être vécue. Par contre, je regarde le maître de la maison 8. Donc le maître de la maison 8, c'est Saturne. Saturne, je cherche où il est. Ah, il revient ici, Saturne. Vous voyez, il revient en maison 6. Donc ça veut dire que j'ai un lien qui commence à se créer entre les crises de la maison 8 qui vont venir se positionner dans la maison 6. Donc je sais que Saturne dans la maison 6, je risque d'avoir un problème de santé ou un problème au niveau du travail. Et je vois que ce problème-là, en fait, il est en raccord avec, il est raccordé à des crises. Donc je vais vivre une crise qui va se positionner là. Et une crise qui va occasionner chez moi certainement une transformation, une métamorphose, une mutation intérieure. Alors bon, ça se passe dans le... Après, on regarde le prisme, ça se passe dans le prisme du signe du Scorpion, donc c'est quelque chose qui peut représenter une perte, ou alors quelque chose de psychologique, ou en tout cas de profond, de caché. Et donc voilà, j'ai une idée du type de crise, et donc de problématiques, et donc d'épreuves que je vais vivre dans la maison 6. Vous voyez comment on peut lier les choses, ici. Ok. D'accord. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Alors, les maisons dérivées. Les maisons dérivées. Oui, c'est Ayana qui me posait cette question sur le maître d'une maison. Vous voyez, le maître d'une maison. D'accord. Le maître de la maison 1, par exemple, lui, il va nous parler plutôt du potentiel de la personne. Donc le maître de la maison 1, c'est Mercure ici. Mercure, il est dans la maison 4, donc on voit que le potentiel de Marie-Hélène va plutôt pouvoir se réaliser dans le cadre du foyer, donc de son foyer, mais potentiellement aussi du foyer des autres. C'est ce qu'elle fait. Souvent au travers de Mercure mercanti, le commerce, donc d'une activité commerciale ou d'une prestation de service commercial. Comment elle est le prisme de la Vierge? Très précise, très méticuleuse, très fiable, très en recherche de perfection, etc. dans tout ce qu'elle fait. Et puis Mercure est conjoint au Soleil, et donc quelque part elle rejoint la créativité du Soleil,
hein, ici, dans la maison 5, et donc on voit que Mercure est presque aspiré ici par la gravité du Soleil dans la créativité, et on retrouve tout à fait son activité. Bon, mais ça c'est très très souvent, ça se passe comme ça, en tout cas quand les personnes sont bien alignées sur leur potentiel, ce qui est le cas de Marie-Hélène. Hein. Donc merci à Yana pour cette question. Alors ensuite, les étoiles Zelda me posent la question de l'utilisation des maisons dérivées. Ah ouais, ça c'est un peu la magie. Hein. Alors bon, à utiliser avec précaution, avec recul, avec pondération, avec prudence les maisons dérivées, parce qu'on peut vraiment faire dire n'importe quoi à tout ça. Alors je vais vous montrer ce que ça veut dire. Maison dérivée, vous savez que la maison 3 là représente la maison des frères et sœurs, hein, c'est les fratries. Et ben donc par exemple ce principe là on va pouvoir l'appliquer à des maisons dérivées. Hein. Donc par exemple vous avez donc l'ascendant, vous avez donc la maison 7 ici qui représente, vous savez, les unions. Hein. Maison 7, maison de la balance, donc mes unions, mes partenariats, mes associations. Ok. Donc là, on dit que l'union, si je veux regarder comment Marie-Hélène s'unit, son mariage, ses partenariats avec autrui, je regarde la maison 7. Alors tiens, bah, tenez, on va pas résister à ça. Alors elle a Neptune dans sa maison 7. Vous voyez Neptune ici dans sa maison 7. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc maintenant on sait comment interpréter ça. Donc on sait que Neptune, bah, c'est l'idéal. Hein, et puis, alors c'est à double tranchant, c'est l'idéal et c'est l'illusion. C'est les deux faces d'une même médaille, Neptune. Donc cet idéal et ces illusions se trouvent dans la maison 7. Ben voilà. Donc elle est en recherche d'un amour idéal, mais elle est potentiellement aussi, de par cette recherche, soumise à un risque d'illusion, de projection de cet idéal sur autrui qui peut s'avérer trompeur. On peut voir l'autre plus beau qu'il n'est ou voir la relation plus merveilleuse qu'elle n'est en réalité. Hein, bon, donc ça c'est typique. Après on peut analyser si Neptune est en Capricorne. Bon là c'est une planète éloignée, enfin transsaturnienne, donc ça a peu d'importance. Mais bon, on pourrait dire que dans le signe du Capricorne, elle va rechercher, elle va enlever tout ce qui est fioriture pour se concentrer sur vraiment l'essentiel. Vous voyez, sur quelque chose de sérieux. Donc c'est un idéal amoureux sérieux, fiable, qui dure dans le temps. Voilà, elle est animée par ça dans sa recherche d'union avec autrui. Bon, alors ça c'est ce que je regarde quand on analyse l'union. Mais on peut dire, si on utilise des maisons dérivées, que cette maison 7 c'est surtout la première union. C'est-à-dire s'il y a eu plusieurs mariages, ça c'est son premier mariage. Et du coup, on va utiliser la maison 3 en disant maintenant, je vais regarder les frères et sœurs de ce mariage. Donc ça c'est le premier. Mais si je prends le mariage frère plus jeune, c'est-à-dire sa deuxième union, eh bien je vais chercher la maison 3 à partir de cette maison 7. Donc je vais considérer que cette maison 7, c'est l'équivalent de l'ascendant, en tout cas de la première maison, qui correspond au mariage. Deuxième maison, c'est la maison 8. Troisième maison, qui est donc la maison sœur de la maison 7, c'est la maison 9. Vous voyez? Eh bien, cette maison 9, du coup, elle devient la deuxième union, puisque c'est la sœur de la première union. Vous voyez? Et si je veux regarder la troisième union, bah pareil, je vais considérer que ça c'est la première, donc ça c'est la maison 1, deuxième, troisième, et ben voilà la troisième union, donc le troisième mariage pour quelqu'un, pour Marie-Hélène, admettons qu'elle ait 3 mariages, ben, dépendra de cette maison 11, donc qui est en Poisson, et je reviens sur Neptune, ou je reviens sur Jupiter ici à nouveau pour analyser sa nature. Vous voyez? Donc ça, c'est les maisons dérivées. Enfin, c'est une utilisation des maisons dérivées. Encore une fois, à manipuler avec beaucoup de précautions. Hein. Donc maintenant, ça peut potentiellement aller beaucoup plus loin, les maisons dérivées. Vous pouvez dire, par exemple, bon, alors, donc Marie-Hélène est une femme, elle est mariée, on va dire qu'elle est mariée, donc elle est mariée. Donc ce point descendant va représenter donc son mariage. Et donc son conjoint. Si je prends le descendant comme le conjoint
de Marie-Hélène, je peux regarder la mère de ce conjoint. Donc on a dit, pour un homme, la mère, c'est la maison 10. Donc je vais prendre la maison 10, compter à partir du descendant. Donc ça devient la maison 4 pour le descendant. Ça devient la maison 7 pour le descendant, c'est Marie-Hélène. Et la maison 10 pour le descendant, eh bien c'est le fond du ciel. Donc si je veux regarder la mère du mari de Marie-Hélène, je vais regarder cette maison 10 et je vais avoir quelques informations à prendre avec beaucoup de recul. Voilà. Mais quand même, je peux avoir des informations sur la mère de son conjoint. Par exemple, on parle de la maison 6, des fois vous verrez dans les livres, la maison 6 c'est la maison des oncles. Mais, ah oui, mais pourquoi c'est la maison des oncles? Par exemple, si dans le cas de Marie-Hélène, donc on prend l'ascendant, donc c'est elle, hein, l'ascendant c'est elle, donc si je prends donc sa mère, c'est la maison 4, on est d'accord? Sa maison 4, maintenant sa mère, elle a des frères et des sœurs, c'est la maison 3 de la maison 4. Donc je vais prendre, ça c'est la maison 1, la maison 2 et la maison 3. Donc la maison 3, ici, c'est donc en fait la maison 6, ici, c'est la maison 3 comptée à partir de la maison 4. Et donc cette maison 6 correspond aux frères et sœurs de la mère de Marie-Hélène. Vous voyez? Donc c'est pour ça que la maison 6, c'est la maison des oncles. Vous voyez? Bon, pareil, hein, c'est à manipuler avec précaution. Encore une fois, il faut prendre beaucoup de recul là-dessus parce qu'il est tellement facile de faire dire n'importe quoi à un thème astral. Tout l'art de l'astrologie, c'est de savoir hiérarchiser, organiser, ça c'est l'enseignement de la méthode hein, que j'enseigne donc dans ma formation en ligne, dans mes stages également. Donc ça c'est très très codifié, il y a plusieurs étapes à respecter dans un ordre particulier. Si vous voulez vraiment apprendre à interpréter un thème avec justesse, hein, c'est vraiment ça que vous allez découvrir donc, dans les stages ou dans la formation. Hein, mais ça n'exclut pas que sur cette base-là, vous pouvez potentiellement utiliser bien les maisons dérivées et d'autres techniques pour avoir des indices, des informations supplémentaires, mais qui doivent toujours être recoupées pour pouvoir être véhiculées aux consultants, bien entendu. Sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, en fait, il faut des règles. Mais il faut aussi beaucoup de souplesse. Hein. Les règles, par exemple, c'est la loi du 6e que l'on a vu tout à l'heure, qui s'applique aux planètes, qui peut s'appliquer aux nœuds lunaires également, mais ça n'exclut pas que, au-delà des règles, il ne faut pas bétonner, hein, il faut savoir prendre du recul et faire les choses, penser, réfléchir toujours pour voir si, ok, ouais, c'est comme ça, la règle elle dit ça, mais là, dans ce cas, c'est plutôt ça qui est vrai quand même, parce qu'il y a plus d'indices qui penchent dans ce sens, malgré tout. Donc on adapte la règle, hein. On fait preuve de souplesse et d'intelligence dans l'interprétation. Voilà ce que je voulais vous montrer donc dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un format plus technique, je pense que ça s'adresse pas à tout le monde, mais de temps en temps j'aime bien faire ça aussi ça fait du bien, un peu de technique, hein. Je pense que c'est mon ascendant vierge qui parle ici, c'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup et puis prochaine fois, prochain sondage dans ma communauté pour avoir d'autres thèmes et puis d'autres questions qui pourront alimenter de futures vidéos. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis moi je vous souhaite par avance, je ne sais pas, peut-être j'aurai d'autres vidéos d'ici là, mais de très bonnes fêtes de fin d'année et merci encore pour votre fidélité et votre participation au développement de ma chaîne. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.